Merci de nous retrouver sur Kavi Média, seul unique média de développement en République de Guinée. Merci d'être des nôtres dans cette émission, le scanner de Kavi Média qui vous parvient du lundi au vendredi quand il est 9h, jusqu'à 10h30. Nous vous aidons à comprendre l'actualité majeure avec nos débatteurs et nos invités. Merci de nous écouter. Si vous le faites maintenant, c'est sur la 89.5, notre fréquence qui vous accompagne à Conakry environ, à l'AB, notre partenaire Beta FM, relais en direct. Cette émission, ici à Conakry, vous nous pratiquez via la 89.5 en tant que fréquence. Merci de nous suivre à la télé sur les différents bouquets, Canal Plus et Star Times. Vous êtes sur les numéros 410 et 113. Merci de nous suivre via notre application mobile disponible sur Play Store et App Store Kavi Media que vous pourrez télécharger à tout moment. Merci de nous suivre via notre site d'information siaminfo.com ou sur Facebook, c'est sur Kavi TV. Au menu de ce matin, à l'approche de la présidentielle en Guinée, le débat sur le rôle de la politique dans le développement est plus que jamais urgent. Au-delà des discours, une question de fond refait surface. Comment la politique peut-elle réellement contribuer au développement social, économique et institutionnel du pays, des promesses aux réformes engagées en passant par les attentes populaire? La Guinée cherche encore le modèle qui permettra à son action publique de répondre aux aspirations d'une jeunesse nombreuse et d'un peuple en quête de stabilité et de mieux-être. Nous en parlerons tout à l'heure avec notre invité, M. Oyebe Avogui, le porte-parole de l'Alliance Ensemble pour la Guinée EPG, qui viendra partager sa lecture du contexte actuel et sa vision d'une politique utile au développement. Et puis nous irons également en Côte d'Ivoire où le Conseil constitutionnel vient de confirmer la réélection du président Alassane Ouattara, une décision qui met fin au suspense électoral de ce côté, mais qui relance les débats sur le jeu démocratique, la place de l'opposition et la gestion du pouvoir. Quelles leçons pour la sous-région? Quel parallèle avec d'autres nations africaines? Autant de questions que nous analyserons avec nos débatteurs dans la dernière partie de cette émission, le scanner. Voilà entre autres sujets. Installez-vous confortablement. Bienvenue sur le Média du Développement. Merci de nous retrouver. Si ça maintenant vous le faites, vous êtes sur Kavi Media et dans votre émission Le Scanner, ici avec moi, les débatteurs de chaque matin qui vous aident à comprendre l'actualité sur toutes ses formes. Yamoussa Cheikh Kamara, bonjour. Bonjour Abdallah, bonjour au peuple de Guinée. Et j'aimerais souligner ceci avant de passer. Il y a une information qui a fait souffrir les écoles guinéennes depuis ce matin. C'est une nouvelle qui a commencé. Hier, hein. C'est d'ailleurs depuis hier et ça s'est matérialisé aujourd'hui. Le MEPUI a été en retard pour mettre le point sur les i, dire qu'il y aura vraiment la continuité des cours dans nos écoles et nos universités, mais ça trouvait que la nouvelle s'est répandue comme une traînée de poudre. Une nouvelle erronée selon le ministère de l'enseignement préuniversitaire et de l'alphabétisation. Mais le communiqué est sorti ce matin pour justifier tout ça. On était en retard déjà puisque la toile s'était déjà enflammée depuis hier et le MEPUI n'a pas su contrôler la situation. Et aujourd'hui, conséquence, beaucoup d'écoles à travers Conakry, même à l'intérieur du pays, sont fermées. Les écoles, les élèves retournent à la maison. Ces choses comme ça, il faut y faire face. Et évidemment, ce ne sont pas des rumeurs, c'est évidemment des responsables de délégations scolaires qui ont appelé. Sur les réseaux sociaux également, on a vu les différents posts. Oui, et les responsables, je le disais, de délégations scolaires, parce qu'il y a la DSEE, et de l'éducation qui ont quand même appelé directement les chefs d'établissement pour leur dire que demain il n'y a pas de cours, et il fallait se rendre à une cérémonie. Donc voici la version. Le MEPUI, tu l'as très bien dit, le MEPUI n'a pas pu cerner cette information rapidement ou cette mésinformation. Cela est dû à de la responsabilité totale du MEPUI, ça il faut le dire, puisque ce ne sont pas des rumeurs soulevées par des citoyens lambda, mais plutôt des responsables relevant des différentes délégations, directions communales de l'éducation
Et ce qui est très grave, c'est cela. Aujourd'hui, il faudrait qu'on fasse très très attention. J'en parlais tout à l'heure avec notre invité. Cette année, il y aura assez de perturbations. La campagne électorale sera lancée autour du 25 novembre, où les enfants seront obligés d'aller avec les congés anticipés. On fera peut-être un mois à la maison, parce que la présidentielle est prévue pour le 28. Donc aujourd'hui, il faudrait que le ministère mette les bouchées doubles pour voir comment, en tout cas, combler ce vide. Merci pour l'information. C'est très très important pour la lanterne de nos auditeurs et téléspectateurs. Bonjour Yann Diallo. Bonjour Abdallah, bonjour à tous. Ce qu'il faut ajouter, c'est que au-delà de ce rumeur dont on parle, puisque ça révèle que ce sont des responsables qui sont issus aussi du même département qui ont fait état de ces rumeurs-là. Je crois que le département, à travers ses responsables au plus haut sommet, doivent prendre les responsabilités en essayant encore une fois de sanctionner ces cadres-là, puisque ce sont des informations qui n'ont pas ce qu'on appelle des bases solides. Et peut-être si ce sont des rumeurs, alors on peut dire par là que ce sont des rumeurs qui ont été entretenues par certains cadres du département. Donc il en est de même aussi pour les examens à un certain niveau en ce qui concerne les fuites de Chigé. Nous savons très bien que ce sont certains responsables, entre guillemets frustrés, qui ont dû balancer certaines informations sur les réseaux sociaux. Il appartient au ministère, au département, de prendre toute sa responsabilité. Je ne pense pas que ça soit le cas. Bien, c'est déjà compris. Le département va essayer en tout cas d'y voir très très clair. Bonjour Guéna Boukam. Bonjour Abdallah et bonjour à tous. Heureux de te revoir. Hein. Je suis très heureux de revoir les dames dans cette émission, pas que les hommes. Plaisir pour moi. Merci. Bonjour honorable Oye Biavogi, j'insiste là-dessus. Merci d'accepter notre invitation ce matin. Oui, c'est un devoir pour moi. Bonjour à vos collègues débatteurs aussi et aux fidèles téléspectateurs de Kavi Média. Merci. À l'approche de la présidentielle en Guinée, la question du rôle de la politique dans le développement revient à nouveau au-delà des discours et des promesses. Comment la politique peut-elle réellement servir le progrès social, économique, voire institutionnel ou institutionnel du pays? Pour en parler, vous avez déjà compris, nous avons sur ce plateau Oye Biavogi, les porte-parole de l'Alliance Ensemble pour la Guinée, EPG. Et il va se prêter tout à l'heure à nos questions. Mais bien avant, nous allons suivre votre chronique, Guéna Boukam. Justement, Abdallah, à l'approche de la présidentielle, la Guinée entre dans une nouvelle phase. Partout dans les marchés, les universités ou les médias, un même mot revient, le développement. Un mot qui inspire, qui promet, mais qui interroge aussi. Car après des décennies de discours et d'engagement, comment la politique peut-elle réellement contribuer au progrès social, économique et institutionnel du pays? Depuis l'indépendance, la Guinée a connu des alternances, des transitions, des espoirs renouvelés. Les programmes de développement se sont succédés, mais les réalités du terrain rappellent à chacun que les défis restent à relever. Chômage endémique, pauvreté persistante, lenteur administrative et inégalité croissante. Et pourtant, notre pays ne manque pas de ressources. Le sous-sol regorge des richesses, la jeunesse est nombreuse et pleine d'énergie. La diaspora demande qu'à contribuer. Le problème n'est donc pas le potentiel, mais la traduction politique de ce potentiel. La politique, dans son sens noble, devrait être l'art de transformer les aspirations populaires en actions concrètes. Mais trop souvent, elle se résume à un exercice de promesses électorales vite oubliées une fois les urnes refermées. Ce décalage entre les attentes et la réalité affaiblit la confiance citoyenne. Or, le développement n'est pas du discours, il exige de la cohérence, de la continuité et une véritable culture de résultats, je voulais dire. La Guinée pourrait donc avoir besoin d'une politique de vision, pas d'une politique de réaction. Une politique qui mise sur l'éducation, la formation, la bonne gouvernance et la valorisation du travail. Ce sont là les véritables leviers d'un progrès durable. La jeunesse guinéenne aujourd'hui ne demande pas des slogans, mais elle réclame des perspectives, des emplois, des opportunités, une justice qui protège, un État qui fonctionne.
En somme, elle réclame une politique qui serve le peuple et non l'inverse. Alors que la présidentielle approche, il ne s'agit pas seulement de choisir un homme ou une femme pour diriger le pays, il s'agit de choisir une vision, un cap, une méthode, car au fond, la question est sans équivoque. Alors, voulons-nous continuer à faire de la politique un nom de pouvoir ou enfin un instrument de développement? La réponse, elle appartient à chacun de nous, mais aux politiques en premier lieu. Ah bien, la réponse nous appartient et nous avons déjà un invité sur ce plateau. Il est acteur politique, il est porte-parole de l'EPG. L'EPG, c'est l'alliance, la nouvelle alliance créée, c'est Ensemble pour la Guinée. Monsieur Béavogui, vous avez suivi en tout cas cette chronique de Guéna Boutiam. La Guinée a connu plusieurs régimes, chacun avec sa vision. Selon vous, aujourd'hui, avec tout ce qu'on voit ici dans ce pays, qu'est-ce qui a manqué pour transformer la politique guinéenne en moteur de développement? Merci pour cette question. Et comme vous le dites, j'ai effectivement bien suivi l'intervention de Mme Thiam. Et effectivement, c'est une interrogation qui touche chacun d'entre nous ici sur ce plateau, mais au-delà tout le peuple de Guinée, de façon générale. Vous savez, l'évolution des nations, l'évolution d'un État n'est jamais statique. Elle dépend, l'évolution dépend des contextes et des objectifs que les différents régimes se fixent quand ils sont, en tout cas, à la gouverne de nos États. Et à ce niveau précis, quand vous prenez même l'exemple sur les grandes nations aujourd'hui, qui, en tout cas pour certains, font la fierté en termes de gouvernance, en termes de démocratie, en termes de droits de l'homme et tout ce qui va avec. Mais moi, je vous dirais que ces nations, jusque-là encore, sont en train de chercher, je ne sais pas, le niveau supérieur. Oui. Parce que si effectivement elles avaient été le niveau de développement tant souhaité, elles se seraient limitées là. C'est pour vous dire que, comme je l'ai dit, le développement n'est pas statique. Quand on prend la Guinée, le premier régime 58-84 avait des objectifs bien précis. C'est-à-dire qu'il fallait donner l'indépendance à la Guinée et donner un sens à cette indépendance. Je pense que relativement, même si nul n'est parfait, le premier régime a pu en tout cas faire son mieux. Quand vous prenez le deuxième régime qui est celui du général Lansana Conté, effectivement, ils ont, puisqu'on était dans un contexte multilatéral où la démocratie en tout cas venait en vogue en Afrique, et donc effectivement il y a eu ce libéralisme et il y a l'ouverture, c'est-à-dire le multipartisme au niveau syndical et tout ce qui s'ensuit, la liberté d'association. Donc ça fait que ce régime et à ses objectifs précis, en tout cas a pu faire ce qu'il a pu faire. Mais bon, d'autres vous diront qu'il y a eu des points noirs, on n'est pas là pour juger, bref. Et ensuite, il y a eu la transition du capitaine Moussa Dadis, du général Sekouba Konaté. Et pendant ce peu de temps, la gouverne que le capitaine Moussa Dadis avait, on le sait, c'était anti-impérialisme, c'était le nationalisme, c'était la Guinée d'abord. Et donc, c'était ses objectifs. Et de ce point de vue, a su poser les bases. Ensuite, il y avait le tour du général Lansana Conté, ensuite le professeur Alpha Condé. Et aujourd'hui, on est avec le général Mamadi Doumbouya. Donc, pour vous dire que la vision de façon globale de tous ces régimes-là, c'est effectivement promouvoir un développement harmonieux, lutter contre, comme vous l'avez mentionné dans votre chronique, lutter contre l'injustice sociale, l'injustice politique, faire de la Guinée une sorte d'aubaine afin que chacun puisse avoir l'opportunité de s'exprimer conformément à la vision. Parce qu'on est tous là, on veut tous que la Guinée soit construite demain, c'est-à-dire que le réseau routier soit davantage élargi, que nous ayons nos compagnies aériennes, que l'école, en tout cas le système éducatif soit amélioré, que nos unités industrielles, même s'il faut des droits guinéens, soient là. Ça, c'est la vision globale qui anime tous les politiques, les citoyens, les partis politiques. Mais la conception pour aller à ça fait donc une sorte de différence entre, comment vous les appelez, ces différents partis politiques. Ça, à ce niveau, souvent, il y a des divergences d'opinion. Ça, à ce niveau, souvent, il y a contradiction. Sinon, l'objectif reste le même. C'est vraiment le bonheur pour tous, le bonheur pour tout un chacun. Donc, à ce niveau précis, nous pensons qu'au niveau du forum Ensemble pour la Guinée, qui est sous la coordination d'Ousmane Dadi Camara, qui est le président du parti RGT, avec la transition en cours, nous nous sommes dit qu'en tant que jeunes politiques,
en tant que leader d'opinion, en tant que mouvement associatif qui, bien entendu, soutiennent le CNRD, pourquoi nous n'allons pas essayer de nous donner la main parce que ensemble, nous, au-delà d'avoir conjugué le même verbe, nous soutenons un acteur, nous soutenons des gens, c'est-à-dire le CNRD, une vision. Et puisque aujourd'hui, nous nous reconnaissons dans le programme, dans la vision du général Mamadi Doumbouya, d'abord pourquoi ne pas se donner les mains pour essayer de consolider une force monolithique afin de pouvoir apporter, s'il ne reste que notre petit grain de sel, à l'édification de notre nation, à la refondation nationale, en attendant qu'il y ait le retour effectivement à l'ordre constitutionnel. Ça, c'est l'une des questions principales, ou l'une des raisons fondamentales qui a fait qu'au sein de l'EPG, il y a eu cette cinquantaine de partis politiques, cette centaine de mouvements associatifs, des leaders d'opinion et des ressources humaines qui sont venus se donner la main pour soutenir les actions du CNRD. Et l'autre chose qui me paraît tellement importante sur cette question, les gens vont se dire, bon, vous êtes politique, pourquoi vous ne pouvez pas compétir au même titre que vos collègues, au même titre que les autres partis politiques à l'élection présidentielle? Oui, nous sommes bien partants pour cette compétition, sauf que pour, par exemple, l'élection présidentielle, il n'y a qu'un seul fauteuil. Et à ce niveau, si vous avez quelqu'un qui en quelque sorte est en train de mettre en œuvre la vision que vous avez de la Guinée, si vous avez quelqu'un qui est en train qui en tout cas est le reflet de l'aspiration légitime des masses du peuple de Guinée, pour nous, il n'est plus question de créer une sorte de divergence en termes d'opinion parce que nous savons que nous concourons vers le même objectif. Et pour nous, il est plus objectif, il est plus juste de se mettre ensemble et de soutenir cet homme-là afin que nos forces puissent être ensemble et que l'objectif qu'il s'est assigné, l'objectif qu'on s'est assigné tous soit atteint. Voilà la raison de la mobilisation de tous ces acteurs pour soutenir la vision. Et ceci nous amène à dire que nous comprenons la politique autrement et nous voulons l'exercer autrement. Parce que hier, nous avons eu beaucoup de leaders, pas mal de leaders politiques, des anciens dignitaires de différents régimes. Bon, naturellement, malgré qu'ils aient géré la Guinée, qu'il ait eu l'opportunité de gérer la Guinée, on dit non, il faut ipso facto que ce soit eux. Même s'ils sont du même bloc, que ce soit des libéraux ou du même bloc socialiste, mais ils disent non, il faut que ce soit eux. Pourtant, ils concourent tous vers le même objectif. Et à ce niveau, ça fait qu'il y a cette question, comment je vais appeler ça cette question générationnelle non, au-delà de l'aspect générationnel, mais la question liée même à la personne, voilà, à la personnalisation, la personnification alors. Voilà, merci pour le terme, la personnification de la chose. Parce que les personnes se disent que non, si c'est pas moi, il n'y a personne. Si c'est pas moi, moi ou rien. Moi ou rien, justement, moi ou rien. Alors que nous disons non, pourtant. Bon, même si moi je n'ai pas l'âge requis, mais quand vous prenez ces leaders-là, que ce soit le président du Camara et d'autres, bien entendu, ont l'âge requis pour être candidat à cette élection. Mais disons donc que le général Mamadi Doumbouya est effectivement en train de refonder et aujourd'hui, les actes qu'il pose prouvent à suffisance qu'on peut se mettre avec lui, qu'on peut soutenir, qu'on peut suivre. Et donc, pour nous, il est question de nous mettre ensemble et d'accompagner l'autorité afin que ce peuple de Guinée qui souhaite avoir un bonheur tant réel et matériel puisse vraiment bénéficier. Donc voilà un peu notre compréhension de la politique, au service du développement. Pas que les manœuvres politiciennes que nous avons l'habitude de connaître dans notre pays, malheureusement. Alors c'est bien de rappeler et soutenir le rôle de tous les régimes, en commençant par le régime de feu Ahmed Sékou Touré jusqu'au régime de Dadis, entre autres Sékou Konaté. Mais Djenab l'a rappelé tout à l'heure dans sa chronique, sauf que chez nous, la politique, ça se limite à des promesses non tenues une fois que les urnes sont refermées. Djenab l'a dit tout à l'heure et vous l'avez même regardé de passage. Alors, qu'est-ce qu'il faut aujourd'hui pour que la politique guinéenne rime avec son développement? Bien entendu, vous avez vous-même évoqué, en termes de développement, il n'y a jamais d'acquis, mais on concourt toujours à atteindre un nouveau sommet. Mais qu'est-ce qu'il faut pour nous, pour un décollage digne des noms et mener politique autrement, comme vous l'avez dit? Oui, mener une politique autrement, vous savez, il y a quelque chose qui nous inspire, qui m'inspire personnellement et qui nous inspire au sein de l'EPG.
puisque nous avons eu l'opportunité de vivre et de connaître le régime du général Lansana Conté, donc tous les régimes successifs qui sont venus après, jusqu'à celui du général Mamadi Doumbouya. Donc nous savons ce qui s'est passé hier, ce qui est en train de se passer aujourd'hui. Et comme je l'ai dit, il y a quelque chose qui nous inspire. C'est que quand vous prenez par exemple le général Mamadi Doumbouya, c'est quelqu'un qui ne parle pas. Il n'est là qu'à poser des actes. C'est-à-dire, vous voyez les actes, mais il est là, il ne tient pas d'engagement, il ne fait pas de promesses. En tout cas, en termes de vision générale, comme vous l'avez dit. C'est-à-dire, demain, nous allons construire tel nombre de kilomètres, nous allons construire tel nombre de kilomètres de route. Demain, ou après-demain, nous allons faire ci, nous allons faire cela. Non, c'est quelqu'un de façon générale qui s'attelle à poser des actes. Et ça, c'est quelque chose, nous, qui nous inspire. L'autre chose, ça, c'est en tout cas notre position au sein de l'EPG, c'est que nous avons eu à connaître des élections présidentielles, législatives dans le passé. Mais aujourd'hui, la culture qui est en train de s'installer, ou ce que nous voulons en tout cas, qui est d'ailleurs dans la nouvelle constitution, je pense, c'est qu'il faut que justement, quand nous sommes en période électorale, puisque bientôt, par exemple, la campagne pour l'élection présidentielle, mais que la culture du débat prévaut surtout. C'est-à-dire, vous voulez être président de la République, venez devant l'opinion, venez devant un homme de journaliste, en débat contradictoire, vous vous exprimez, vous déclinez votre orientation, votre vision, votre programme, votre projet de société. Et partant de ce principe, oui. Là, le président Mamadi Doumbouya, qui est aujourd'hui candidat, est obligé de parler. Naturellement, ça c'est une disposition constitutionnelle. Bien. Voilà, c'est pourquoi je parle de quelque chose qui nous inspire. Parce que, par exemple, nous on a été dans la course pour les législatives passées 2020, mais on sait comment ça s'est passé. C'est-à-dire, vous venez à la RTG, on vous tend le micro, vous dites bonjour, vous dites que vous avez... Et puis c'est fini. Il n'y a pas de débat contradictoire. C'est-à-dire, les candidats n'ont même pas l'opportunité de s'affronter. Pour nous, c'est quelque chose qui, en tout cas, a manqué dans le milieu politique guinéen. Et aujourd'hui, si on a une disposition qui nous offre cela, qui nous permet cela... Une disposition qui a sauté, hein, il faut le rappeler. Qui n'existe pas. Ça n'existe plus. Ah bon, malheureusement. Donc c'était dans l'avant-projet, et puis malheureusement ça a sauté. Bon, on espère que ça va, en tout cas, qu'elle soit maintenant une disposition ou pas, à travers la HAC, puisque la HAC donne l'opportunité au moins aux candidats de s'exprimer, mais que cette fois-ci, qu'on donne l'opportunité vraiment aux gens de venir de façon contradictoire à pouvoir s'exprimer et donner leur vision par rapport à leur programme de société, à leur projet, mais afin même, que même pas forcément les candidats honorables. On peut aussi avoir le directoire des membres du directoire de campagne, parce que le directoire de campagne, c'est cette entité ou cette direction qui maîtrise mieux la vision du candidat. Donc on espère, peut-être que si le candidat ne vient pas sur les plateaux, il est d'autant plus important que le directeur de campagne arrive. Oui, il vend sa vision. Naturellement, pour des questions de spécificité, je suis d'accord avec vous, mais bon, je dis, ça n'engage que moi. Oui. Je ne pense pas qu'un directoire puisse mieux maîtriser le programme de campagne plus que le candidat lui-même. Donc il serait souhaitable que celui qui a en tout cas l'ambition de venir diriger la Guinée ait le courage de s'adresser à son peuple, de s'exprimer devant ses confrères. Et le courage et l'opportunité. Voilà, l'opportunité. Et je pense que ce serait quelque chose qui ferait une différence nette par rapport aux pratiques précédentes. Dans les grandes démocraties et aux États-Unis, ça se fait. Hein, oui, naturellement, ce sont des faits qui, en tout cas nous, au sein de l'EPG, qui nous inspirent et nous pensons que de façon démocratique, que les choses pourront aller de mieux. Parce que en tout cas, traditionnellement, ce que nous connaissons ici en Guinée, quand c'est la campagne, il faut avoir le magot. Quand vous avez beaucoup d'argent, vous êtes sûr d'avoir beaucoup plus d'électeurs. Voilà, ça fait que si vous n'avez pas suffisamment d'argent, c'est difficile. Parce que même cet argent-là, en fait, c'est pas que pour la campagne, mais c'est l'achat des consciences. Voilà, c'est destiné à l'achat des consciences, c'est ce qui est grave. Et nous pensons que quand un citoyen doit voter, il faut qu'il soit convaincu du programme, de la vision du candidat ou du directoire, bien entendu, de ce candidat, afin que le choix soit fait en âme et conscience. Justement, à l'analyse de l'histoire politique de notre pays ici, on peut tous admettre que jusqu'ici, la plupart de nos politiques sont caractérisées par la politique du ventre, où les convictions changent au gré du vent. Est-ce qu'aujourd'hui, vous êtes conscient de cela et vous vous battez pour que cela puisse prendre fin? Si oui, dites-nous comment. Bon, vous savez, nous sommes politiques au même titre que ces personnes, en tout cas qui sont illustrées dans ce sens-là. Donc, à moins qu'on soit aux affaires afin d'apporter un certain nombre de dispositions qui puissent freiner cela, il est difficile de lutter. Parce que contre
aspect précis. Mais nous ne sommes pas partants parce que pour nous, c'est une question de morale. Pour nous, c'est au-delà de la vision, hein, au-delà même de questions de principe, mais c'est une question de morale. Parce que moi, je ne peux pas comprendre qu'aujourd'hui, que moi, je sois avec M. Cheikh et que nous partageons tout ensemble, que M. Cheikh soit opposé à M. Abdallah et que demain, moi, je me retrouve avec M. Abdallah, ensemble, nous continuons à flinguer M. Cheikh. Donc, vous voyez, pour moi, c'est une question de vision. Parce que de toute façon, les rapports humains sont comme ça. Elles se font, elles se défont. Elles se défont. Oui. Donc, de telle sorte que quand vous partagez quelque chose avec quelqu'un, c'est une question de vision. D'accord. Mais si vous n'êtes plus à mesure de partager la même vision, mais je pense que ça ne sert pas forcément à rien d'être aussi versatile, en tout cas comme certains acteurs que nous avons connus, c'est-à-dire qu'ils sont capables de vous dire A aujourd'hui et à la minute, ils vous disent B. Donc pour nous, c'est quelque chose qui ne nous inspire pas. Et donc à ce niveau précis, moi je pense que les uns et les autres doivent en tout cas faire preuve de responsabilité. Et de toute façon, le peuple est le meilleur juge parce que le peuple observe, le peuple sait qui est qui. Et au moment opportun, le peuple s'est tranché. C'est à ce niveau que je vous rejoins et c'est le peuple qui sait mettre fin à une telle pratique quand il a l'occasion de choisir et de se prononcer. Est-ce que ce n'est pas la conséquence de la pauvreté du débat politique dans notre pays ici et surtout aussi le niveau d'appréhension du peuple de Guinée qui fait que ces yo-yo politiques puissent justement prendre de la place dans notre pays? Vous savez, on a été dans un système récemment, ces 10 dernières années, 15 dernières années, qui a pris presque en otage le peuple guinéen. Mais bon, moi personnellement, j'ai confiance à la maturité politique du peuple guinéen. Oui. C'est un peuple qui est résilient, qui parfois ne se prononce pas, mais à le moment opportun, en tout cas, de réagir. Donc, à ce niveau précis, il faut comprendre que ceux qui l'ont fait ou ceux qui sont dans cette pratique-là, en réalité, ne le font qu'à eux-mêmes. Ça, je suis très à l'aise. Moi, par exemple, la crise que nous avons connue au sein de mon parti, mais il n'y a pas mal d'offres que je n'ai pas reçues. Viens dans mon parti, ceci comme ça, venez dans mon parti, viens dans tel plan. Mais ça me resté serein. Voilà, je suis resté serein, ça ne me reflète pas. Parce que je sais qu'avec parti ou sans parti, j'ai en tout cas mon petit mot à dire dans le débat politique guinéen. Et aujourd'hui, ça fait que je suis dans l'EPG en qualité de personne de ressources et puis nous évoluons ensemble. Donc pour moi, c'est une question de morale. Et peut-être que les gens n'ont pas la même conception que moi parce que à ce niveau, pour d'autres, c'est le profit qui intéresse. C'est pas le fait de quitter Cheikh Ali Abdallah. Non, s'ils pensent que les intérêts sont menacés, quand je parle d'intérêts, c'est même pas des intérêts politiques, c'est des intérêts matériels. Non, vous n'êtes plus du PDG, c'est important de préciser. Non, je vous ai pas dit ça. Non, mais c'est une précision. Est-ce que vous êtes au niveau de l'EPG ou au niveau du PDG? Non, l'EPG, c'est un forum qui regroupe personnes de ressources, partis politiques. Mais vous êtes ici du PDG? Oui, je suis du PDG, c'est ce que je vous dis. Je donne l'exemple simplement pour dire que si j'avais été comme certaines personnes, avec la crise que nous avons connue au parti, j'aurais dû quitter et être dans un autre parti A, Y. Non, ça veut dire tourner en rond dans les partis politiques, pour moi, ça ne sert à rien. Hein? Vous êtes un homme de vision. En tout cas, vous avez votre petit mot à dire dans le débat politique guinéen. Quand vous avez l'opportunité, vous le faites et puis ça va, la vie continue. Voilà un peu l'exemple que je voulais donner pour vous rassurer. Voilà. D'accord, Monsieur Béavogui. Moi, je vais revenir sur la question qui a été posée au préalable. Je veux parler de comment la politique peut contribuer au développement du pays. Parce que après tout ce que vous avez dit, j'ai pu retenir quelques points. Oui. Je veux dire l'amélioration, selon moi, en fait, l'amélioration concrète des conditions de vie de la population. Oui. C'est dans ce sens que la politique peut quand même développer un pays. Mais en Guinée, en parlant de débat politique, on a quand même vu que, en fait, tout ce qui se dit dans les débats, c'est comme une vente. Les politiques, ils viennent pour se vendre. En fait, c'est une manière d'acheter la conscience des populations. Une personne qui peut mieux débattre, qui maîtrise mieux son sujet, gagne vite de la popularité, contrairement à une personne qui n'a pas assez d'arguments pour se défendre. Pourtant, on peut avoir des hommes politiques qui pourraient bien contribuer au développement du pays, qui pourraient mettre la politique
au service du développement, du développement du contribuable, mais qui n'ont pas en fait les mots justes, qui n'ont pas cette capacité de bien se défendre devant les caméras. Alors ça ne sert à rien qu'ils viennent en politique. Donc bref. Alors je disais, est-ce que la politique, selon vous, au-delà de l'amélioration des conditions concrètes de vie des populations, est-ce qu'elle ne peut pas faire profiter des personnes sur le peuple? Par exemple, je veux dire, un président peut décider de construire des infrastructures, des écoles ou des hôpitaux. Il construit une école et puis le reste de l'argent va dans sa poche. En fait, ça ne va pas être une manière de camoufler un peu la corruption, la mauvaise gestion. Oui. Comme je vous le disais, c'est une boutade. C'est-à-dire ceux qui n'ont pas le courage de venir s'exprimer, ceux qui n'ont pas de place en politique. Parce qu'avant tout, c'est ça. Je disais tout à l'heure qu'avec le général Mamadou Doumbouya, il y a quelque chose qui nous inspire. Peut-être que je vais aller en profondeur. Aujourd'hui, quand vous prenez la gouvernance, peut-être que ça devrait pouvoir nous aider tous, vous aider. Quand vous prenez la gouvernance du général Mamadou Doumbouya, comme je l'ai dit, ce n'est pas quelqu'un qui vient promettre. Mais aujourd'hui, hier, nous l'avons fait ces 2, 3, 4 dernières années. En tout cas, personnellement, je n'ai pas écouté le général Mamadou Doumbouya où il est venu nous dire au peuple guinéen que 2025, que je vais vous donner tel kilomètre de route. Ou 2024, je vais vous donner tel kilomètre de route. Et pourtant, les faits sont là. En 2024, on était en tout cas, les 20 principales villes en République Guinée, on était à près de 250 km. Enfin, je parle de bitume, pour ces villes-là. Je parle des 20. Mais 2025, il y a une projection de près de 500 km qui est faite. C'est qu'il reste une projection. Oui, une projection. Oui, mais bientôt, on est à la fin de 2025. Donc, ça veut dire que vous êtes témoin, puisque vous savez au moins que, par exemple, la RN30, des bicyclimats d'Abola est en voie de bitumage. L'abbé, Mahmoud Labbé, l'acquisition des fonds les fonds sont déjà acquis. C'est pour vous dire qu'il y a des faits. Quand vous prenez sur le plan de la santé, moi, je n'ai jamais écouté le général Mamadou Doumbouya où il est venu promettre 50%, 60% de couverture. Pour ceux qui sont fonctionnaires, savent qu'aujourd'hui, qu'il y a une couverture sanitaire qui va à près de 80%, c'est-à-dire que vous êtes fonctionnaire, vous êtes enregistré au niveau des autorités compétentes. Vous avez en tout cas une réduction de près de 80% quand vous êtes dans nos établissements. Vous estimez que tout cela, c'est la politique au service du développement pour vous? Naturellement. Le PIB aujourd'hui de la Guinée, il y a une croissance de près de 7, en tout cas pour l'exercice 2025, le premier trimestre, on a près de 24 milliards de dollars. Donc, c'est pour vous dire qu'il y a des chiffres, en tout cas, qui démontrent qu'il y a effectivement une politique qui sert le peuple guinéen. Même la desserte en électricité. Bon, c'est vrai, quand ils sont venus, les 2021-2022, on avait eu suffisamment de problèmes, mais ils ont pu en tout cas trouver des solutions qui fait qu'aujourd'hui, on a plus de 53% en termes de desserte, et ce qui soutient notamment la politique industrielle du pays, afin d'encourager la croissance économique du pays. Donc, pour vous dire que, avec le général Mamadou Doumbouya, ce sont les actes. Ce n'est pas des gens qui viennent tenir des engagements, des promesses. M. Béavogui, n'oubliez pas que maintenant, ces derniers jours, on constate des délestages. Bon, oui, c'est des délestages qui, en tout cas, qui peuvent avoir des raisons. Mais je vous dis qu'aujourd'hui, en tout cas, la desserte, vous êtes au moins témoin de ça, qu'avant qu'il ne vienne, en 2020, 2021, 2022, il y avait suffisamment de problèmes. Nous-mêmes, nous avons connu cela, nous avons dénoncé. Nous avons demandé au président de prendre ses responsabilités. Parce que, en tout cas, la desserte, ne reste que dans les ménages, n'était plus un luxe. Disons qu'il y a eu un petit réveil de ce côté-là. De ce côté-là, moi, je pense que c'est nettement amélioré. Et aujourd'hui, vraiment, les gens sont allés, les PME, en tout cas, continuent d'évoluer lentement, progressivement, parce qu'il y a l'électricité qui les permet de... Parce que nous avons quand même vécu une crise sanglante ici. Moi, à l'époque, j'ai été interpellé par certains responsables de PME quand je faisais des émissions. Bon, moi j'ai un salon de coiffure, je n'arrive plus en tout cas à rentabiliser parce que je n'ai pas de courant. Oui, parce que c'est une crise sanglante. Voilà, j'ai ma crémerie, je n'arrive plus à rentabiliser parce que j'ai pas de courant. J'ai mon atelier de, comment vous appelez ça, de couture, je n'arrive plus à rentabiliser parce que le courant n'est pas stable.
Et vous voyez, donc c'était une réalité. Mais aujourd'hui, il y a moins de cris à ce niveau. C'est pourquoi je vous parle de réalité. Mais ça ne veut pas dire que tout est parfait. Même tous les chiffres que j'ai donnés, ce n'est pas 100%. Il y a toujours, en tout cas, un petit manquage. Mais ça prouve à suffisance que, en tout cas, il y a des actes qui sont en train d'être posés par... Il y a la volonté politique. Il y a une volonté politique. Et cette volonté politique, c'est le développement. Et ce n'est pas que des discours creux. En parlant des politiques, on va sans oublier le programme Simandou. En parlant de la politique, M. Béabogui, forcément, nous allons parler des élections et nous savons que nous nous tendons vers la présidentielle. Oui. Déjà à partir de 25 de ce mois, je crois bien. Du mois, oui. Non, de ce mois même, le mois de novembre. Donc, c'est la campagne électorale qui va commencer et nous allons rester sur ce sujet qui parle de l'achat de conscience. Vous-même, vous l'avez rappelé. Et surtout, elle est effective lors des campagnes électorales en Guinée. Ma question, c'est de savoir quelle théorie aujourd'hui ou quelle alternative pour lutter l'achat des consciences lors des campagnes électorales en Guinée, puisqu'on le sait, même maintenant, on ne parle pas d'une pré-campagne naturellement, mais on sait que en quelque sorte, des campagnes, une sorte de pré-campagne du côté des mouvements de soutien par-ci, par-là, avait commencé, ne serait-ce qu'exiger ou solliciter aujourd'hui la candidature du président de la transition. Aujourd'hui, c'est chose qui est faite. Plus de suspense, Mamadi a déposé ses dossiers de candidature à la Cour suprême. On attend la confirmation des listes. La liste définitive. De la liste définitive des candidats pour savoir exactement quels sont les candidats devant compétir à cette élection-là. Mais quelle solution, puisque nous nous dirigeons vers cette campagne électorale, pour lutter contre ce qu'on appelle l'achat de conscience et lutter contre la politique du ventre? Moi, je pense que votre préoccupation, votre question est fondamentale. Et je trouve que les autorités ont déjà apporté une réponse structurelle et même institutionnelle à cette préoccupation. Aujourd'hui, quand vous prenez, parce que je ne parle pas de mouvement, parce que les mouvements ne sont vraiment pas enregistrés au niveau des institutions étatiques, c'est-à-dire je parle du MATD, même de la DGE. La DGE a affaire aux partis politiques, le ministère de l'administration a affaire à la société civile. C'est-à-dire, quand je dis société civile, vraiment du gré qui participe aussi au processus électoral. Donc, quand vous prenez le MATD, beaucoup de réformes ont été faites au niveau des partis politiques. On avait en tout cas un nombre pléthore de partis politiques et le nombre pléthore n'est même pas un problème, mais c'est la façon dont, en tout cas nous, dans notre milieu politique, là, les choses se passaient. C'est-à-dire vous avez des partis qui n'avaient même pas d'agrément qui se faisaient appeler partis politiques. Vous avez des partis qui avaient des agréments qui n'avaient pas de locaux, qui n'avaient vraiment aucune, en tout cas, structure qui reflétait l'appellation d'un parti politique. Donc, avec les autorités, puisque la refondation presque a touché tous les aspects maintenant, que ce soit au niveau de la presse, au niveau des partis politiques, donc le MATD s'est attelé à ça. Et aujourd'hui, une réponse a été apportée. De telle sorte que quand vous prenez aujourd'hui le milieu politique, nous pensons que c'est assaini. Et c'est un programme qui... Mais l'achat de conscience, elle persiste. Non, j'en viens. Ça, on va aller politique. Maintenant, quand je dis institutionnel, quand vous prenez la DGE, récemment, il a été mis en place l'observatoire qui est composé de partis politiques, qui est composé de la société civile. Et chaque parti a délégué. Au niveau de cette commission, ils ont tous analysé. Et ils ont débattu jusqu'à ce qu'ils soient tombés d'accord en termes de proposition à la DGE, un montant fixe qui est la caution, qui est aujourd'hui à 900 millions de francs guinéens. Oui, je pense que la réalisation nous suit de ce côté. Oui, allez-y. Ça, c'est un. Deuxièmement, il y a le plafonnage de... Comment vous appelez ça? Le plafonnement qui est à 40 milliards de francs guinéens. Des frais de campagne. Des frais oui, tout ce qui rentre maintenant dans la campagne. Donc, ça veut dire que la DG a un droit de regard, c'est-à-dire sur les dépenses que vous allez effectuer pendant votre campagne. C'est vous qui savez. Si dans ces 40 millions, au lieu de vous trouver de la logistique, trouver du carburant, aller jusque dans les préfectures, jusque dans les districts, convaincre les gens au plus profond de la Guinée, si vous prenez de l'argent pour pouvoir distribuer aux gens, c'est vous qui savez. Si ça peut, en tout cas, parce que moi je sais que quand vous prenez 40 milliards que vous distribuez au peuple guinéen, pour en tout cas avoir sa majorité, je sais que chacun va avoir à peine combien. Vous voyez? Donc, pour moi, c'est une des réponses qui fait que ceux qui vont s'atteler à ça, en tout cas, ne pourront pas avoir gain de cause. Et maintenant,
je dis encore une fois, à ce niveau, il y a toujours des manœuvres que certains pourront utiliser pour détourner ces règles-là, ces règles de jeu, pour détourner ces principes-là. Ce sera donc aux autorités, à la DG, au ministère de l'Administration, d'avoir un regard vraiment strict par rapport à ces attitudes. Donc pour vous, le plafonnement de ces frais de campagne est fait pour au moins tuer ce qu'on appelle cette politique d'achat de conscience. Oui, à mon humble avis, parce que si ce n'est pas plafonné, vous êtes candidat, je suis candidat, vous avez plus de moyens que moi, ça veut dire que vous pouvez déployer plus d'un milliard et $1 million. Mais le peuple derrière lui-même doit prendre conscience sur ces faits. Non, au-delà de la prise de conscience du peuple de Guinée, tout dépend, parce que vous savez, la période de campagne, c'est une période d'effervescence, ça fait que tout le monde est en mouvement. Cela dit, c'est une période tellement exceptionnelle que parfois, il est difficile de cerner tous les éléments. Mais je pense que les règles, de façon générique, qui sont déjà établies, doivent pouvoir permettre aux partis politiques responsables, aux candidats responsables, parce que maintenant il y a des candidatures indépendantes, de pouvoir vraiment se conformer à ces principes-là et de ne pas aller au-delà. Et à la DGE, d'avoir un regard très strict sur la façon dont les directoires de campagne doivent fonctionner en termes de dépenses afin qu'on puisse vraiment rester dans les règles de jeu et que le meilleur puisse remporter. Et ça c'est maintenant cette autre question, M. Béavougui. Comment instaurer une culture axée sur les résultats et non sur les rivalités? Parce que nous le savons depuis le deuxième régime, cette effervescence s'est installée au fur et à mesure où les partis politiques au-delà des résultats, ou les politiques au-delà des résultats se mettent dans des rivalités ou se lancent dans des rivalités qui ne contribuent pas forcément au développement du pays. Oui, rivalité, d'accord, mais moi-même j'irai au-delà. Quand on a... C'est pourquoi je vous ai dit tout à l'heure, on a eu l'opportunité de connaître les différents régimes. Quand vous prenez 2010 jusqu'en 2021, puisque en tout cas, c'est sous ce régime où il y a eu beaucoup plus de manifestations en Guinée. C'est que je me souviens, je peux me tromper. Oui, c'est ça. Non, mais sans risque de vous tromper. Sans risque de me tromper. Je pense qu'il y a eu beaucoup plus de manifestations pendant le régime du professeur Alpha Condé. Mais prenez, en tout cas, regardons un peu dans nos rétroviseurs. De toutes ces manifestations, il y a eu généralement pas de manifestations parce que le peuple de Guinée était en manque d'électricité. Généralement, les gens n'ont jamais manifesté parce que la vie était devenue chère. Les gens ne sont jamais sortis ici parce que l'injustice, en tout cas, était devenue de trop. Les gens n'ont jamais manifesté parce que la corruption était devenue de trop. Chaque fois qu'il y a une manifestation ici, à la République de Guinée, c'est pour des questions partisanes, des questions politiques, du genre les élections... Les questions électorales, les élections électorales, oui. Les élections communales qui devaient initialement devaient se tenir juste après l'investiture du président n'a pas eu lieu. Donc il y a eu des séries de manifestations. Presque l'année 2010-2013, c'était que des manifestations liées à la revendication pour la tenue des élections législatives. Finalement, il y a eu les élections législatives. Il y a eu le contentieux sur les législatives. Ça a aussi mené à des cas de manifestation. Jusqu'à ce qu'on se retrouve en 2015. 2015, toujours la question liée à la CENI, toujours des séries de manifestations. Jusqu'en 2021. Et qu'on finisse maintenant sur les dernières manifestations qui étaient liées au troisième mandat du professeur Alpha Condé. Vous voyez? Donc quand vous prenez le générique, c'est pourquoi moi je vous dis, ça va au-delà des rivalités. Mais ce sont des questions, des manifestations qui avaient des objectifs, comment vous appelez ça, partisans, qui voulaient simplement que les gens libèrent le fauteuil et que les autres viennent à travers donc, ces manifestations. Et pour moi, elles n'ont jamais contribué, en tout cas, à l'éveil des consciences du peuple de Guinée en termes d'amélioration des conditions de vie de nos citoyens. Donc ça fait que ça n'a vraiment pas eu d'impact, même si, quand vous prenez certains politiques, il y avait en tout cas beaucoup de militants derrière eux, mais ça n'a pas pu impacter, parce que l'objectif était là, c'était que partisan, c'était que politique. Vraiment, les conditions du peuple n'étaient pas en tout cas une préoccupation fondamentale. Alors, la politique, on en parle ce matin. Il y a une question qui revient et qui est très lancinante, c'est l'éducation citoyenne au niveau de ces formations politiques-là. En Guinée, ici, on n'en a presque pas. Vous êtes jeune et le mouvement ou le forum auquel vous avez adhéré aussi est composé essentiellement des partis politiques qui sont dirigés par des jeunes. Qu'est-ce que vous faites au sein de ce forum-là pour pouvoir changer la donne et qu'enfin la politique soit un véritable débat d'idées? Vous savez, bon, le forum, ce n'est pas un parti politique en tant que tel. Comme je vous l'ai dit, c'est une alliance, c'est un forum. Mais peut-être qu'il faut laisser le forum, puisque le forum lui-même est composé
de partis politiques. Et quand vous prenez ces partis politiques, avec le MATD, l'obligation est désormais faite à tous les partis politiques d'œuvrer à l'éducation civique de leurs militants, d'œuvrer à la formation de leurs militants. Donc, vous n'avez même pas le choix. C'est-à-dire, hier, c'était bien possible, hein, on s'en fichait pas mal, il n'y avait pas de formation politique, idéologique. Non, ça n'existait pas. Mais aujourd'hui, que vous voulez ou pas, vous êtes obligé de le faire parce que c'est l'un des critères, en tout cas, d'évaluation qui fait que votre parti est permis d'exercer en République de Guinée. Donc, tous les partis ont souscrit. Ça fait qu'effectivement, aujourd'hui, ceci est devenu une réalité dans tous les partis politiques. Quand je dis formation, c'est vraiment le patriotisme, c'est le civisme, c'est l'esprit républicain qui se fait au niveau de tous les partis politiques. Et les formations, souvent, les émissaires du MATD sont invités afin qu'ils puissent constater cette réalité. Mais au-delà des rapports MOM, ça fait pour ceux qui ont été formés, le nombre de personnes qui étaient les moyens dégagés pour cette formation, le formateur. Donc, c'est devenu une réalité au niveau de tous les partis politiques. Hier, ce n'était pas le cas. C'est pourquoi, quand M. Cheikh m'a parlé, j'ai dit qu'aujourd'hui, du point de vue politique, des approches, en tout cas des réponses structurelles et institutionnelles ont été apportées à beaucoup de défaillances dans le milieu politique. Donc, vous n'avez pas le choix, vous êtes obligé de le faire. Sinon, à la prochaine évaluation, vous allez vous retrouver sur le carreau. Ça, c'est une réalité. Je parle de l'année 2026. Alors, vous venez de rappeler qu'au niveau des forums où vous êtes souscrit à la vision du général Doumbouya, vous avez parlé d'une centaine de partis politiques et des mouvements, plus de 100, qui composent ce forum-là. Au-delà de la vision du CNRD et de son président, est-ce qu'au sein même de ces forums-là, vous n'avez pas justement une autre vision peut-être contraire positivement à celle du CNRD que vous comptez apporter pour pouvoir changer substantiellement la situation, surtout au niveau de la jeunesse? Nous, en tant que politique, au-delà de nos programmes personnels, au-delà de nos visions personnelles, nous nous sommes dit qu'aujourd'hui, avec le général Mamadi Doumbouya, nous avons une opportunité en tant que jeunes politiques. Parce que il a dit quelque part dans le passage, il y a une question journalistique qui se pose, mais bon, les gens n'en parlent pas trop. Mais ceci est une réalité, parce que nous, on est politiques aujourd'hui. Nous avons eu l'occasion de connaître, en tout cas, tous ceux qui ont exercé cette dynamique sur l'échiquier politique en République Guinée pendant ces 10-20 dernières années. Mais avant qu'ils n'exercent, on les a vus à deux, parce qu'ils ont tous été premiers ministres, la plupart ont été ministres ici. Donc, nous les connaissons. Est-ce que moi, oui, bien Vogui, je n'ai même pas la quarantaine encore, je vais me permettre à ce que ces mêmes acteurs reviennent moi me gouverner demain? À moins que je sois, en tout cas, non, c'est au peuple de décider. Je suis d'accord avec vous, c'est le choix du peuple. Mais de toute façon, nous savons aujourd'hui la volonté du peuple est pour un renouveau. Le peuple veut aller vers un renouveau national. Donc pour moi, je ne peux pas me le permettre. Et c'est ce qui fait que, une des raisons qui fait que nous soutenons le général Mamadi Doumbouya, il est en train, en tout cas, de, je ne dirais pas de barrer la route à ces leaders-là, mais il est en train, en tout cas, de permettre à une nouvelle classe d'émerger en République de Guinée. Alors, c'est une question qui est posée naturellement au sein de la société. Beaucoup pensent que ces mouvements de soutien ou ces acteurs de politique ou sociaux, d'accord, qui apportent leur soutien au général Mamadi Doumbouya, c'est pas par conviction, mais plutôt pour bénéficier après des postes. Est-ce que vous avez une réponse à cela, M. Oye Biavogui? Bénéficier des postes, pour moi, à la fois, c'est un droit, c'est un devoir. Pas que pour les politiques. Même vous, M. Cheikh, si vous êtes appelé à servir la nation, puisque de toute façon, vous servez la nation autrement à travers votre profession que vous exercez, mais si vous êtes appelé à servir la nation à un niveau plus élevé, je ne vois pas d'objection à ce que vous refusiez cette opportunité. À moins que vous ne vous sentez pas prêt à exercer. Donc, ce n'est pas forcément que nous soyons dans la gouvernance. Je dis, c'est pas forcément. C'est que la question, vous êtes derrière, par exemple, vous soutenez aujourd'hui Mamadi Doumbouya à cette élection par conviction, parce que vous croyez à la vision de l'homme, ou bien vous êtes là pour après pouvoir bénéficier des postes. C'est la question, c'est pas moi qui la pose. Non, je suis d'accord avec vous. Non, si c'était par rapport à un résultat immédiat pour avoir un poste, mais on ne serait pas à ce niveau, puisque nous avons été le référendum. On a été au référendum, après le référendum, je crois que c'était avant le référendum, il y a eu un mini-remaniement. Je crois que c'était avant il y a eu un mini-remaniement. Mais bien avant cela, on a toujours été là en termes d'appui, en termes de soutien. Mais ce n'est pas parce qu'on n'a pas eu de poste de responsabilité qu'on a arrêté. Non, c'est parce que tout simplement, nous croyons plus à la vision de l'homme
que nous soutenons. C'est pourquoi nous sommes là, nous essayons d'appuyer, nous essayons d'apporter notre petite expérience en termes justement pour vous aider de communication et en mettant à la disposition du peuple de Guinée les acquis réels de la refondation pour que le peuple puisse savoir que le général Mamadi Doumbouya en tout cas est en train de poser des actes qui nous mènent vers un renouveau national, vers une refondation qui est une réalité. C'est non plus du bénévolat, tiens, si je m'excuse, c'est pas du bénévolat que vous faites. Au retour, c'est pas exclu que vous soyez récompensé. Non, ce n'est pas... Bon, en termes de récompense, je ne sais pas où vous voulez situer la récompense, mais comme il a dit... La récompense politique. Que vous soyez nommé à des postes ministériels, à d'autres postes, à occuper des directions. Déjà, quand vous êtes homme politique, vous aspirez à gouverner. Vous aspirez à gouverner, à participer à l'édification de la nation. Si on est sollicité par rapport à cela, il n'y a pas de raison qu'on ne puisse pas accepter. Ça, c'est une réalité. Mais notre raison est plus liée à la vision de l'homme qu'à avoir un résultat immédiat. Alors très rapidement, je pose cette question, puisque quand on parle de la politique, d'accord, la politique au service du développement, au service de la nation, vous citez quelques actions posées par le général Mamadi Doumbouya, mais sauf que l'homme, il n'est pas politique, en tout cas, on le sait. Oui. C'est pas un homme politique, c'est vrai, il a posé... Pas un acteur politique. C'est pas un acteur politique, désolé, c'est pas un acteur politique, il est quand même homme politique, parce que tout ce qu'il parle... Éminemment politique, d'ailleurs. Éminemment, il prend des décisions politiques, mais c'est pas un acteur politique tel que vous, par exemple, auriez. Pas un politicien. Donc, en gros, il n'est pas politicien, même s'il est acteur politique. Mais vous citez quand même ses actions quand on parle de la politique au service du développement. Aujourd'hui, Mamadi n'est pas le seul candidat qui a déposé ses dossiers de candidature à la Cour suprême. En attendant la validation de tout ça, il y a d'autres politiques qui sont aussi là. Les hommes politiques sont... les acteurs politiques ont aussi déposé leur candidature. Aujourd'hui, est-ce que vous pensez qu'il faut aujourd'hui repenser la manière dont la politique est pratiquée en Guinée pour susciter ne serait-ce qu'un nouveau type de leadership? Oui, nous pensons que les réformes, en tout cas entreprises par les autorités, le MATD, la DGE, permet effectivement de susciter un nouveau leadership politique. Et même au niveau du CNT, puisque c'est l'organe législatif, même si nous, partis politiques, hier on n'était pas d'accord, mais ça fait qu'aujourd'hui, vous, M. Cheikh, vous n'avez pas besoin d'être de mon parti ou d'un parti X ou Y pour être candidat. En tout cas, la Constitution, le Code électoral vous donne l'opportunité désormais d'être candidat. Et à condition que vous remplissiez un certain nombre de conditions. Donc ça fait qu'aujourd'hui, chacun, en tout cas, a cette petite fenêtre ou cette petite porte, cette ouverture qui lui permet, s'il a l'ambition de gérer la Guinée, d'être candidat à une élection nationale et pourquoi même pas une élection comment vous appelez communale ou communautaire. Donc à travers cette réforme là, je pense qu'aujourd'hui vraiment le peuple guinéen de façon générale a cette opportunité. Vous avez même cité ceux qui sont allés déposer les candidatures au niveau de la Cour suprême. Vous voyez tous ces candidats, en tout cas, parmi eux beaucoup d'acteurs politiques. Au-delà des acteurs politiques, mais il y a des citoyens lambda. Je ne cherche pas à juger s'ils sont sérieux ou pas, je ne rentre pas dans ça, mais c'est qu'ils ont désormais... Il y a quand même des candidatures indépendantes. Voilà, eux-mêmes, ils le disent. C'est-à-dire, au-delà d'être challenger du général Mamadi Doumbouya, mais ils vont d'abord, puisqu'ils remercient en déposant leur candidature, ils remercient le général Mamadi Doumbouya d'avoir l'opportunité d'être candidat, puisqu'ils aspiraient, mais ils n'avaient pas... une ouverture qui les permettait d'être candidats. Je ne juge pas pour savoir est-ce qu'ils vont être vainqueurs ou pas, est-ce qu'ils sont sérieux ou pas, est-ce qu'ils vont payer leur caution ou pas. Je ne rentre pas dans ça. Mais il y a des jeunes comme moi. Cette volonté. Voilà, il y a des jeunes comme moi, je pense, qui ont l'âge requis, qui sont allés déposer leur candidature. Ça, c'est l'ouverture. C'est pourquoi quand on a dit, quand j'ai parlé de refondation, ça a touché aussi ce secteur, en tout cas le secteur politique ou le milieu politique. Ça fait que vraiment le peuple guinéen, en tout cas qui pensait ou qui pense que les politiciens étaient le véritable problème, a désormais l'ouverture. Les citoyens ont désormais l'ouverture pour être... On va avec la dernière question, on est pris par le temps avant de clore avec l'invité. Oui, allez-y. D'accord. Alors, comme vous parlez tout le temps de peuple de Guinée, moi, j'aimerais vous poser cette question. Actuellement, avec cette ouverture, est-ce que ça ne permettra pas aux gens de venir se présenter juste pour une quête au pouvoir, une quête du pouvoir que de servir à la nation? Bon. Se servir et non servir à la nation. Je comprends parfaitement. Se servir et non servir à la nation. Les gens veulent profiter de cette... Les gens pourront évidemment profiter de cette ouverture
pour se hisser au sommet de l'appareil étatique et au lieu de servir la nation, se servir soi-même. Si j'ai bien compris votre question. Oui, ce n'est pas exclu, mais encore une fois, c'est là où j'ai parlé de la culture du débat. Parce que vous avez une ambition, vous ambitionnez d'être présidente, vous ambitionnez d'être députée, d'être sénatrice ou d'être maire, mais il faut que vous venez vous exprimer devant le peuple guinéen, il faut que vous venez vous exprimer devant vos citoyens. Maintenant, ça dépend de ce que vous allez dire, ça dépend de ce que vous allez prendre comme engagement. De toute façon, le peuple déjà connaît qui est qui. Deuxièmement, le peuple sait qu'avec le général Mamadou Doumbouya, il y a plus d'actes que de discours. Et donc, si vous venez avec plus de discours que d'actes, et que par votre passé, vous avez eu l'opportunité, en tout cas, de gérer à un niveau élevé, je pense que le peuple pourra trancher en dernier ressort. Bien. Ce qui est déjà compris, Monsieur Oye Biavogui, qui est le porte-parole de l'EPG. L'EPG, c'est Ensemble pour la Guinée, une alliance, un forum créé récemment pour soutenir les idéaux et les acquis du CNRD. Avec lui, nous avons parlé de cette, échanger sur cette question, comment la politique peut-elle contribuer au développement. Merci d'être passé dans cette émission, honorable. À moi de vous remercier, nous restons toujours à votre disposition. Bien. La pub, derrière, on poursuit ce débat et nous prendrons la direction de la Côte d'Ivoire où les résultats provisoires donnés par la CEI ont été confirmés par le Conseil constitutionnel. Ne zappez surtout pas, c'est tout à l'heure. Chez Mondial Express, nous transformons vos voyages en une expérience inoubliable. Faites confiance à notre expertise pour des services de qualité supérieure. Grâce à notre service d'assistance visa, simplifiez toutes vos démarches administratives à travers nos experts. Avec notre service billetterie, réservez vos billets pour toutes les destinations du monde avec facilité. Profitez de notre flotte de véhicules modernes et fiables pour tous vos déplacements à travers notre service de location de véhicules. Grâce à notre service d'évacuation sanitaire, comptez sur notre service réactif et professionnel pour vos besoins médicaux à l'international. Assurez-vous d'un environnement impeccable avec nos services de nettoyage de qualité. Transportez vos marchandises en toute sérénité grâce à l'expertise de notre service de transit. Développez vos compétences d'agent de voyage avec nos formations spécialisées suivies de stages pratiques au sein de nos équipes. Contactez-nous dès aujourd'hui au plus 224 613 00 39 69 ou au plus 224 613 00 39 70. Nous sommes situés à Mankpa, 4e avenue, immeuble Dabo, commune de Kaloum. Visitez notre site internet au www.mondialexpress.net. Mondial Express, chaque voyage est une histoire. KVTV, télé du développement. KVTV, la télé du développement. Vous pouvez désormais suivre l'ensemble de nos programmes via notre application disponible sur Play Store et App Store. L'information est le meilleur carburant pour faire fonctionner les machines pour un développement durable. La photographie de l'actualité, c'est aussi sur siaminfo.com, notre plateforme dynamique. Chers téléspectateurs, bonsoir à tous et bienvenue dans votre émission. Monsieur Bangoura, bonsoir. Monsieur Tono, bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Sur le plan national comme sur le plan international, quel sentiment t'anime? Tu ne m'as même pas laissé essayer une fois au moins.
Kavi TV, regardez la lumière. Kavi TV, la télé du développement. Tu t'appelles sur la carte d'identité nationale Marie-Louise Ouamounou. Oui. Ton nom d'artiste aussi, c'est Marie-Louise. C'est Marie-Louise Ouamounou. Pourquoi tu n'as pas changé? C'est ce nom que mon papa m'a donné, donc je n'ai pas voulu changer. Et donc tu partages pas l'idée avec les artistes qui changent Non, chacun a son vie. Kavi TV, regardez la lumière. Kavi TV, la télé du développement. Kavi TV, c'est plus qu'une chaîne. Merci de nous rejoindre dans la deuxième et dernière partie de cette émission, le scanner qui vous parvient de lundi au vendredi quand il est 9h, 16h30. Nous vous aidons à comprendre l'actualité majeure. Nous prenons la direction de la Côte d'Ivoire où le Conseil constitutionnel a validé ce mardi 4 novembre la réélection du président Alassane Ouattara pour un 4e mandat avec un score de 89,77%. La présidente de l'institution Chantal Nanaba Camara a précisé qu'aucune réclamation n'a été enregistrée et que l'examen des procès-verbaux n'a révélé aucune irrégularité susceptible d'entacher la sincérité du scrutin ou d'affecter les résultats proclamés. Une décision qui clôt le suspense, je le rappelais tantôt de ce côté, mais rouvre le débat sur le jeu politique, la place de l'opposition et la gouvernance du pouvoir. N'est-ce pas, Diallo? Justement, je suis désormais officiel. Les résultats de la CENI et la Commission électorale indépendante au niveau de la Côte d'Ivoire a été confirmés par le Conseil constitutionnel ivoirien. Vous venez de le rappeler, avec 89,77%. Donc ça veut dire tout simplement qu'au niveau du Conseil constitutionnel, on n'a pas constaté de irrégularités qui ont entaché, disons, la crédibilité du scrutin. Donc ce qui les a permis justement de reconduire les résultats qui ont été annoncés par la Commission électorale indépendante. Donc ça veut dire tout simplement que nous acheminons vers un 4e mandat pour M. Alassane Ouattara désormais, puisque c'est de là qu'il s'agit aujourd'hui. C'est vrai qu'on dira de l'autre côté que la Constitution avait revu un certain nombre de dispositions qui ramenaient les compteurs à 0 au niveau de la Constitution ivoirienne. De l'autre côté, nous avons l'opposition composée essentiellement par l'ancien président Laurent Gbagbo, Tidjane Thiam du PDCI, Kigbafori Soro Guillaume de l'autre côté au niveau des EPS, qui n'ont pas pu prendre part pour des raisons diverses, il faut le rappeler. Les autres ont été, dont les candidatures ont été rejetées par le Conseil constitutionnel par le fait des antécédents judiciaires qu'ils ont eu avec l'État ivoirien, d'autres pour des questions liées à la nationalité. Donc finalement, les élections ont eu lieu dans une situation plus ou moins mouvementée, il faut le rappeler. Mais ce qu'il faut dire, c'est que le scrutin n'a pas connu, en tout cas le jour du scrutin et les jours qui ont suivi, n'a pas connu ce qu'on appelle de mouvements de contestation politique pour l'instant, il faut le rappeler. Donc les élections se sont passées dans des conditions qu'on peut juger plus ou moins paisibles, puisqu'il n'y a pas eu des soubresauts dans beaucoup de villes, notamment des bastions considérés comme étant acquis à l'opposition. Donc aujourd'hui, on peut dire effectivement que M. Alassane Ouattara peut entamer justement sa quatrième mandature. Donc on verra bien comment tout cela va être géré avec les oppositions qui fusent de part, qui appellent à la résistance contre un 4e mandat. C'est vrai que l'exclusion politique aura toujours des conséquences à long terme, parce que tout simplement les uns et les autres vont se sentir, disons, exclus pour une raison ou pour une autre. C'est en cela que nous disons, quelle que soit la nature d'un processus électoral, le principe d'inclusion ou d'inclusivité doit être de mise pour pouvoir justement empêcher éventuellement des crises qui peuvent, disons, advenir. Alors, jusque-là, on peut dire que le président Ouattara a ce qu'on appelle la situation en main, et il peut bien justement aller vers ses opposants.
là pour qu'il y ait ce qu'on appelle un dialogue pouvant permettre aux uns et aux autres d'amorcer un véritable, disons, dialogue inclusif qui peut permettre aux Ivoiriens de sortir définitivement dans cette situation de crise qu'ils ont vécue il y a un bon bout de temps. Donc, vous y étiez, vous connaissez la liste de candidats. Après, le président Ouattara, c'est Jean-Louis Bion qui est venu en deuxième position, qui est un dissident, qui est un dissident du PDCI. Il faut le rappeler, il avait bien voulu prendre la tête du PDCI quand ils se sont rendus compte que le président Thiam ne pouvait pas, ou n'avait aucune chance de participer à cette échéance électorale-là. Il n'a pas été compris ou peut-être entendu parce qu'on le considérait par certains caciques du PDCI comme étant, disons, un figurant. Donc un ami Alassane, donc il était juste là pour justement accompagner Alassane Ouattara. Donc il n'a pas pu y aller. Je crois que c'est à travers la candidature indépendante qu'il a pu participer à ces élections-là. Donc il vient en deuxième position. Après lui, c'est Simon Bagbo qui est venu en deuxième position. En troisième position, on peut dire. Donc ensuite est venu d'autres opposants. Donc on verra bien comment tout cela va être géré avec le pouvoir de M. Alassane Ouattara. Il a reçu la félicitation de plusieurs institutions internationales et plusieurs puissances aussi internationales, notamment les États-Unis à travers son ambassade qui s'y trouve, la France à travers le président Emmanuel Macron qui a effectué un coup d'appel, à la CEDEAO mais aussi l'Union européenne. Donc ça veut dire tout simplement qu'aujourd'hui, les élections, au-delà des discours politiques ou des atermoiements quelquefois politiques qu'on a connus au niveau de la classe politique ivoirienne, il y a eu ce qu'on appelle une reconnaissance internationale à ces élections-là, bien que beaucoup ont considéré cela comme étant illégal au niveau du pays. Donc ça veut dire tout simplement qu'aujourd'hui, c'est la continuité avec le RHDP et au niveau national et au niveau international. Donc il appartient, à force de me répéter, au président Ouattara encore une fois, d'appeler tous les acteurs autour de la table. C'est pas, c'est pas trop tard pour qu'enfin qu'ils puissent gérer effectivement l'après-élection, puisque c'est ce qui compte encore une fois. Sinon, on ne peut pas justement espérer à long terme pouvoir gouverner s'il y a des gens qui n'est pas les moindres, parce que nous connaissons encore une fois la capacité de mobilisation de Laurent Gbagbo, de Thiam, de l'autre côté de Guillaume Soro, appeler les uns les autres autour de la table et voir comment est-ce qu'il faut dialoguer pour la Côte d'Ivoire de demain. Je crois que ce qui pourra permettre les uns et les autres, encore une fois, de laisser, puisqu'ils s'inscrivent tous dans une situation, disons, de léguer à la nouvelle génération, disons, les affaires de la Côte d'Ivoire. Donc j'avais entendu Laurent Gbagbo dire que même si son retrait a été considéré comme étant stratégique, il avait dit qu'il est en train de préparer une transition politique au niveau de son parti, le PPACI. De l'autre côté, nous avons entendu le président Ouattara aussi dire, puisque en 2025, enfin en 2020, il avait dit ici qu'il était fatigué, il préparait justement la nouvelle génération pour pouvoir passer la main. Alors on verra bien, puisque l'un dans l'autre, il y a cette situation ou cette volonté de faire passer ce qu'on appelle une transition politique au sein de leurs formations politiques respectives. Il est temps pour les deux chefs d'État, l'ancien et l'actuel chef d'État, c'est de là qu'il s'agit aujourd'hui, de se retrouver autour de la table, de conjuguer le même verbe et d'amener les Ivoiriens, quelle que soit leur, disons, appartenance politique ou religieuse, autour de même idéal, pour qu'enfin nous puissions justement éviter les affres que nous avons connues au niveau de la Côte d'Ivoire. Bien compris, mais il faut rappeler que la Côte d'Ivoire aussi qui doit bientôt organiser les législatives. C'est pour ce mois de novembre, si je ne me trompe, le 27 novembre ici. Et la Côte d'Ivoire, en tout cas, les Ivoiriens sont encore appelés aux urnes. Donc il est très important aujourd'hui d'avoir un dialogue sincère. Et pour le rappel même de ces chiffres du côté de la CEI, la confirmation, Jean-Louis Bion il a déjà rappelé avec 3,09%. Également derrière, on a Dame Gbagbo, Simone Eivé qui sort avec 2,42% des suffrages et Awa Domelo avec 1,97%. Et Harriet Lagou qui a sa deuxième expérience pour la présidentielle qui vient aussi avec 1,15%. Nous avons vu ces résultats, suivi ce scrutin. Yamoussa Cheikh Camara, mais quelles leçons tirer pour la sous-région, puisque la Guinée et la Guinée-Bissau doivent bientôt organiser des scrutins également. Le calme, la maturité, c'est ça la leçon à tirer aujourd'hui, puisque on sait qu'en 2010, ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire et quand on a vu que le même scénario pouvait
ou pourrait même se répéter à un moment donné quand on sait que les opposants ou l'opposition avaient appelé à une série de manifestations les 2 dernières semaines avant même cette élection du 25 octobre. Donc quelque part aux yeux des observateurs, il y avait une sorte de crainte, on l'avait dit, étant donné que la crise post-électorale de 2010, ça n'a rien laissé pour compte, parce que quand on a un peu analysé la situation comparativement, on se disait qu'avec l'exclusion de certains acteurs politiques, et on se disait vraiment qu'il y a quoi craindre. Mais ce qu'il faut saluer dorénavant, cette maturité du peuple ivoirien, parce que pour le moment, on ne peut pas quand même donner la chance à inscrire ce qui s'est passé peut-être en 2010 aujourd'hui, ramener cela sur la table. On peut penser quand même que cela est aujourd'hui derrière nous. S'il peut y avoir une crise aujourd'hui post-électorale, peut-être ça va résider peut-être dans la rupture du dialogue qui va exister entre les acteurs, puisque ceux qui se sentent ou qui se sont sentis comme exclus de cette course présidentielle vont continuer peut-être à faire une sorte de revendication. Vous l'avez rappelé, nous allons encore nous diriger vers les législatives. Donc il faut 27 décembre à venir. Voilà, il faut donc faire appel à toutes les parties pour au moins essayer d'établir, dialoguer autour de la table pour trouver un consensus, puisque c'est ça aussi la beauté de la démocratie. C'est tout ce qui peut aujourd'hui faire appel à une paix pérenne en Côte d'Ivoire aujourd'hui. Bien que le scénario peut ressembler à celui de 2010, mais on s'en est tiré indemne pour aujourd'hui, avec toute la crainte qu'on avait. Mais cette élection avec la responsabilité à tous les niveaux, surtout avec la presse. À tous les niveaux, ça ne s'est pas limité. C'est vrai, on avait appelé à des manifestations, mais ça s'est limité là. Il n'y a pas eu d'escalade, il n'y a pas eu de débordement, jusqu'à ce que vous avez même vu le jour du scrutin, le calme qui a régné. C'est vrai, donc tout ça, c'est pour vous dire que oui, le peuple ivoirien a quelque part a compris et a tiré de leçons. C'est qui peut donner une bonne leçon pour les autres pays africains qui se dirigent vers ces élections-là. Donc aujourd'hui, le cas par exemple de la Guinée, il nous reste environ 1 mois pour aller à la présidentielle, avec aujourd'hui tout ce qui est comme mouvement autour, toute la portée, l'envergure, l'engouement, tout ce qui est là aujourd'hui. Donc on ne peut que prendre l'exemple sur ceux qui sont déjà sortis de cette élection, avec tout ce qu'il y avait comme tension derrière, mais on a réussi quand même à comprendre que la paix n'a pas de prix, et c'est cette paix qu'on essaye jusqu'à présent de renforcer au sein de la communauté ivoirienne. On va parler peut-être un peu, on va revenir un peu en arrière pour parler de cette élection d'Alassane Ouattara, avec une opposition peut-être où des plus représentatifs, des acteurs ont été exclus. Moi je disais que c'était quand même une élection sans suspense, puisqu'il fallait s'attendre à l'élection ou la réélection, je vais dire, d'Alassane Ouattara, puisqu'on est parti avec presque des challengers qui n'étaient pas de taille, quand on parle d'anciens ministres, des hommes d'affaires, et puis même la femme de l'ancien président Laurent Gbagbo. Et donc c'est justement pour dire qu'Alassane Ouattara était peut-être le candidat le mieux parti aux yeux vis-à-vis de tous ces adversaires-là. Place maintenant à la série d'analyses sur ce qui va advenir après cette élection-là. Et donc, on va continuer à mettre le curseur sur ce point. La leçon à tirer, c'est que la Côte d'Ivoire a montré aux yeux de la communauté africaine, c'est aujourd'hui de prendre conscience et de comprendre la nation avant tout. Voilà, et de comprendre que la nation avant tout. Les élections ne doivent toujours pas continuer à instaurer une sorte d'animosité entre le peuple, puisque après et avant tout, c'est l'Afrique qui compte, et donc c'est les communautés qui comptent, c'est l'intérêt des pays qui compte. Alors si la Côte d'Ivoire,
qui a une mauvaise inspiration à partir de 2010 et qui a un mauvais passé à partir de 2010 de ces élections-là, a réussi à sortir de cette élection sans aucun problème. Moi, je crois que les autres pays qui se dirigent comme la Guinée et derrière l'autre pays... le Libéria, la Guinée-Bissau, pardon, la Guinée-Bissau, voilà, la Guinée-Bissau, je crois que les autres pays peuvent aussi tirer leçon et prendre aujourd'hui la Côte d'Ivoire comme un bel exemple. Comme un bel exemple, il y a Diallo, puisque cette année, quand même, c'est une année électorale pour l'Afrique de l'Ouest. Hein. On peut faire des rappels rapidement, puisque pas qu'en Guinée... Pour l'Afrique, tout court, parce que... Bon, l'Afrique de l'Ouest, précisément, hein, précisément, puisqu'on a la Tanzanie et du côté du Cameroun, où il y a eu quand même des violences accrues. Donc, c'est pourquoi retire un peu ce lot pour la Côte d'Ivoire, la Guinée-Bissau. On espère voir quand même des élections. En Côte d'Ivoire, c'est déjà bon avec la présidentielle. On attend encore le 27 décembre pour confirmer cela avec les législatives. Mais pour la Guinée et la Guinée-Bissau, on espère également cette même accalmie, mais également cette maturité des peuples. Puisqu'en Côte d'Ivoire, vous avez déjà fait un portrait robot où on a plus de candidatures indépendantes que même de candidatures de partis politiques. On n'a que 2 partis politiques. Le MGC dirigé par Dame Gbagbo et Simone Yvé, qui dirigeait le MGC, Mouvement des Générations Capables. Il y a le RHDP qui est quand même un parti historique du côté de la Côte d'Ivoire, mais 3 indépendants qui ont quand même eu la chance de s'exprimer, de mobiliser, même si, entre autres, on peut quand même voir le score très très inférieur. Est-ce que cela risque de se répéter dans les autres pays, la Guinée-Bissau, pourquoi pas en Guinée? Absolument, mais vous savez, voyez-vous que ce sont des États qui ont des similitudes. Hein? Vous voyez au niveau de la Guinée-Bissau aussi, Ambalo qui veut aller sans une véritable opposition, c'est de là qu'il s'agit aujourd'hui. Il y a Pereira aussi, Sémien Pereira qui est là-bas, qui semblait être une alternative crédible pour les Bissau-Guinéens. Malheureusement, il ne prendra pas part pour des raisons, disons, politico-judiciaires. On verra bien ce qui va se passer. Notre souhait le plus absolu, c'est ce que la culture politique puisse primer sur la violence, c'est-à-dire que les uns et les autres puissent imprimer ce qu'on appelle le caractère pacifique d'une élection. C'est une compétition, c'est un rendez-vous qui consiste à ce que des candidats ou des prétendants à la magistrature suprême puissent exposer leurs programmes de société et au peuple de juger et enfin de choisir celui-là qui compte à l'énergie. Donc ça veut dire tout simplement que celui qui aura la majorité doit pouvoir prendre la fait. Mais encore une fois, c'est là des exigences. C'est l'ouverture, c'est l'inclusivité. En Côte d'Ivoire, ce qui est passé est passé. On ne peut pas nier que Alassane Ouattara a des résultats probants. Un bilan fort. Un bilan dont les opposants même ont reconnu, en l'occurrence Laurent Gbagbo, il l'a rappelé, mais ça ne s'arrête pas à ce niveau. En Côte d'Ivoire, on a beaucoup plus un problème politique, un problème lié à l'unité nationale qu'à autre chose. C'est ce problème qui se pose aujourd'hui. En tout cas, ce n'est pas une question de développement. Non, il y a eu quand même des efforts qui ont été fournis. La Côte d'Ivoire a substantiellement changé de visage, il faut le rappeler encore une fois, et les perspectives sont bonnes aujourd'hui. C'est la première économie, enfin la deuxième économie en tout cas au niveau de la CEDEAO, première en ce qui concerne les pays francophones aujourd'hui. Donc c'est une référence en termes, disons, de prouesse économique. Donc ça veut dire tout simplement qu'il doit pouvoir avoir des efforts de l'autre côté pour pouvoir mettre en place un certain nombre de paramètres pouvant permettre de ramener le peuple ivoirien autour de la table. Et en le faisant, il faut tenir compte aussi de la position de certains qui pensent que le processus n'a pas été inclusif et qui ont tenu des discours va-t-en-guerre et qui ont promis justement de résister, même après les élections. Donc c'est en cela que nous disons qu'il doit pouvoir anticiper. Nous connaissons le passé en 2010 et je crois qu'il est important aujourd'hui qu'il puisse prendre la responsabilité sur lui, puisque c'est lui le chef de l'État, pour qu'enfin les Ivoiriens puissent tourner définitivement cette passe d'animosité. C'est vrai qu'il n'y a pas eu de soubresauts,
Mais l'animosité, quand vous écoutez les discours, vous vous rendez compte, vous rendez compte, effectivement, la méfiance est là. Cette animosité aussi est là parce qu'elle se traduit à travers les discours de haine. Des discours de haine qui sont tenus. Donc ça veut dire tout simplement qu'il doit pouvoir quand même intégrer ça dans ses démarches politiques futures pour qu'en fait nous puissions justement assister à cette véritable réconciliation. Et la réconciliation, comme disait le premier président ivoirien, c'est pas un vain mot. Il faut à un certain niveau que cela soit concrétisé à travers des actes pour rassembler les uns les autres. Parce que sinon, il risque encore une fois, on ne le souhaite pas, que tout ce qui a été construit puisse justement s'effondrer un jour si les conditions politiques ne sont pas réunies. Pour qu'enfin nous puissions effectivement passer cette étape-là et qu'on les uns les autres se sentent concernés et justement inclus dans le processus. C'est ce qui pourra nous permettre. De l'autre côté, nous avons Ambalo quand même qui semblait donner des leçons de démocratie à plusieurs chefs d'État, notamment Alpha Condé aujourd'hui. Nous voyons ce qui se passe là-bas. C'est pas quelque chose qui honore la démocratie africaine. Il faut, quand nous parlons de la démocratie, c'est la participation effective des uns et des autres, l'inclusivité. Il faut permettre à tous les acteurs de prendre part. C'est au peuple de choisir. Donc, de part et d'autre, l'exclusion aura toujours des conséquences à long terme et on ne le souhaite pas parce qu'encore une fois, ça ne va pas être quelque chose qui peut arranger les uns et les autres. Oui, donc des rendez-vous pris pour cette fin d'année, le 23 novembre 2025. La Guinée-Bissau organise la présidentielle de ce côté. Le 27 décembre, ce sera au tour de la Côte d'Ivoire pour les législatives. En Guinée, c'est le 28 décembre 2025 prévu pour la présidentielle. En attendant d'y voir clair avec la liste définitive qui doit être fournie ou rendue publique par la Cour suprême. La date limite était lundi. Le suspense, on a mis fin au suspense avec tous les candidats, en tout cas qui sont déjà connus ou les aspirants au fauteuil présidentiel. En attendant, on reste scotché ou on reste à l'écoute de la Cour suprême à travers sa chambre constitutionnelle. Oui, Diana Boukiam, pour terminer avec ce sujet en Côte d'Ivoire, évidemment. Justement, en Côte d'Ivoire, ça n'a pas été une surprise puisque sur les canaux, les réseaux sociaux, on a vu beaucoup d'acteurs, beaucoup d'artistes appelés à la calmie. Ils ont dit qu'il ne fallait pas que la Côte d'Ivoire se retrouve dans ce qu'elle a vu auparavant. Je veux dire à l'élection présidentielle de 2010. Où Gbagbo devait sortir pour céder la place à Ouattara. Donc moi, je n'étais pas surprise et j'espère tout de même que la Guinée va suivre la même chose. Abdallah, tu étais présent en Côte d'Ivoire, tu as quand même vu l'atmosphère qui a régné et on espère quand même que ça sera pareil en Guinée. Avec les médias surtout, il faut dire, avec une forte contribution des médias de des discours très responsables, puisque comme vous l'avez dit, j'y étais et j'ai suivi quand même cette communication des médias de ce côté. Et félicitations à la HACA. La HACA, c'est la haute autorité de la communication et de l'audiovisuel du côté de la Côte d'Ivoire. J'espère que la HACA est en train même peut-être d'expérimenter sur la République de Guinée, puisqu'il y a encore quelques jours, les journalistes étaient à l'école du savoir à travers les discours de haine qui passent souvent dans les médias sans pour autant comprendre. Donc on va essayer de voir tout ça et j'espère que la HAC est en train de peaufiner à travers les associations de presse. Je vais citer l'URTEL, la GIPEL et tant d'autres sont en train de travailler sur un document, sur une stratégie afin que ces élections se passent dans des meilleures conditions avec la contribution, pourquoi pas, des médias guinéens. Merci à Diallo. Merci Abdallah, merci à tous. Merci Yamoussa Cheikh Kamara. Merci Abdallah, merci à tous. Merci Diana Boukiam. Merci à tous, merci Abdallah. Ça n'est terminé pour ce numéro du Scanner. On se revoit donc demain, même heure, même fréquence, avec la même énergie pour d'autres acteurs, pour d'autres sujets d'actualité avec d'autres acteurs. D'ici là, prenez soin de vous. À très vite sur Kaby Média, le seul et unique média de développement en République de Guinée. Kaby TV, c'est plus qu'une chaîne. C'est la voix de ceux qui construisent, innovent et transforment leur quotidien. Reportages, magazines, débats, documentaires.
Chaque contenu est pensé pour informer, éduquer